Ici, sur cette place, se tenait l'ancien marché. Et là, vous avez aussi l'entrée du nouveau métro qui relie Bon Pastor à Barcelone. Il y a 2 années, en 2009, a été réalisée la sortie de Bon Pastor, qui est sur la ligne 9 et qui reliera ce secteur à l'aéroport. La chose la plus importante, c'est que les personnes qui ont habité les Casas Baratas ont passé beaucoup de temps et d'argent à améliorer leurs conditions de vie. Il y a eu, tout au long des années, des extensions, des travaux dans les cuisines, les salles de bain, etc. Mais surtout, ce qu'on ne peut pas voir là, puisque ça a déjà été détruit au moins partiellement avec le plan de rénovation, c'est le style de vie très particulier de ce quartier, qui ne se situe pas seulement dans les maisons, mais aussi dans les rues, puisqu'il s'agit de maisons de petite superficie. Les gens passaient beaucoup de temps à l'extérieur de leur habitation, et il y avait vraiment un style de vie particulier, généré par les ruelles qui organisent l'espace public du quartier de Bon Pastor. Le plan de démolition, dit de remodélation, comporte 5 phases. 2 ont déjà été réalisées. Nous en sommes au début de la 3e. Pour la première phase, un immeuble d'appartements, Pisos, a été construit sur un terrain nu. Dans le même temps, il y a eu une première phase de démolition des Casas Baratas avec le relogement des personnes. Et à chaque fois, c'est la même méthode. Ils détruisent une partie des maisons, ils reconstruisent des blocs d'appartements à la place et ils relogent la population. Là, on en est à la 3e phase. Le quartier ouvrier de Bon Pastor, qui se situe au nord-est de Barcelone, entre Sant Andreu d'un côté et le Rio Bezos de l'autre, a été construit en plein champ lors de l'exposition universelle de Barcelone de 1929. Plus exactement, il a dès son origine accueilli des migrants du sud de l'Espagne et des occupants de bidonvilles venus construire les pavillons de l'exposition universelle dans un ensemble dénommé Casas Baratas, littéralement maison à bon marché. Pendant la guerre civile, Bon Pastor, propriété de l'office municipal de logement de la ville de Barcelone, est considérée comme l'une des zones urbaines les plus combatives. Ses habitants sont durement châtiés. Bombardements aériens, représailles, isolement, misère. Durant des décennies, Bon Pastor est tenu à l'écart du développement de Barcelone. Ses habitants sont oubliés des institutions locales. Alors le petit peuple de Bon Pastor s'organise par lui-même. Les 2000 habitants du quartier transforment de fond en comble les 784 Casas Baratas qu'ils agrandissent, embellissent, à leurs frais et avec leur savoir-faire. Ils fondent aussi le coopératif de consommation et entrent directement en relation avec les producteurs locaux pour accéder à des produits à bon marché. Témoignage d'un mode de vie traditionnel, solidement ancré depuis 80 ans dans ce quartier populaire de la capitale catalane, l'ensemble forme tout à la fois une entité urbaine originale, chose de plus en plus rare dans nos métropoles européennes, ainsi qu'une communauté de vie harmonieuse. De son côté, fasciné par le modèle néolibéral de la promotion immobilière à tout va, la municipalité de Barcelone décide en 2002, dans le cadre d'une démarche clairement spéculative dénommée Plan municipal de remodélation, de rayer de la carte un mode d'habitat jugé anachronique, car datant selon elle d'un autre temps, et de le remplacer par des blocs d'immeubles. Les premières démolitions ont lieu le 16 avril 2007 et sont à l'origine de violentes expulsions menées par la police anti-émeute. Dans l'intervalle, un changement de majorité politique intervient à la Généralité de Catalogne en novembre 2010, puis aux élections municipales de mai 2011. Enfin, survient la crise financière. Je suis ici depuis que je suis née, parce que je suis née dans cette maison. J'habite ici depuis mon mariage. Je venais de Murcia, en Andalousie. Ma maman n'est pas née ici. Avant, elle habitait dans le centre de Barcelone. Mon papa est venu de Valence. Ils se sont installés ici 1 an avant ma naissance, il y a 59 ans.
Vous êtes retraité maintenant? Quel était votre métier? Non, je ne suis pas encore retraité. Il me reste encore 2 années à faire. Je travaille dans un garage automobile, ici à Barcelone, à la Zona Franca. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est normal de dire comme ça un beau jour, on va démolir votre maison? C'est une faute, ce plan. Nous ne sommes pas d'accord du tout. Nous n'en partageons pas l'idée. Même si les maisons sont anciennes, elles représentent notre manière de vivre. Et ça va changer complètement les choses avec ces blocs d'appartements. Non, je ne l'accepte pas. Je suis très affectée. J'y ai beaucoup de souvenirs, car je suis née ici, dans cette maison. C'est là que j'ai vécu avec mon mari. C'est là que sont morts mes parents. D'abord ma mère, et puis mon père il y a 5 ans. Et quand nous l'avons reçu d'un collègue de travail de mon père qui venait d'Argentine, la maison était toute délabrée. Nous l'avons refaite entièrement. Rien que l'idée de la détruire, ça m'est insupportable. Avant qu'on embellisse la maison, partout autour, c'était la campagne, avec des champs pour l'agriculture. On était loin de la ville. Il n'y avait qu'une toute petite route qui nous reliait à la ville. C'est comme si on vivait à la campagne juste à côté de la ville. Oui, d'ailleurs on disait en plaisantant entre nous, on sort, on va à Barcelone. Ici c'est la campagne. Il y a quelqu'un de l'office HLM qui nous avait laissé sa carte et qui nous avait autorisé à faire un petit jardin clôturé devant la maison. C'est le premier jardin clôturé qui a été fait ici. Comment expliquez-vous ce manque de respect de la mairie, de l'office à votre égard? Pour la mairie, on vit dans des maisons qui sont inhabitables. Ils disent que ce quartier ne devrait pas exister, avec notre manière de vivre, que ce ne sont que des baraques. Est-ce que quelqu'un de la mairie ou de l'office HLM a accepté de venir parler du plan, de tout ça avec vous ou non? Est-ce que cela n'a été qu'un long silence? La présence de la mairie ici a été très forte. Elle s'est faite sur le quartier par l'intermédiaire de l'association des voisins qui était sous son contrôle. Il n'y a pas eu moyen d'entamer la discussion ou de négocier quoi que ce soit avec la mairie. Ils ont dit qu'ils avaient déjà tout étudié, qu'il y avait le plan et que tout était fait. C'était la marche du progrès. Au terme d'une consultation établie sur un mode binaire par l'administration municipale sur le mode « Êtes-vous pour ou contre le changement ?», sans qu'il soit précisé en quoi consisterait le changement, les habitants des Casas Baratas se sont vus proposer par le patronat de l'habitage, l'office municipal, un appartement dans les futurs immeubles prévus par le plan. Proposition qui, en l'absence de toute aide au logement, ne correspond ni à leur mode de vie, ni à leurs revenus, au regard du montant des loyers exigés, de l'ordre de 500 € par mois, sans les charges. En réponse, les habitants regroupés en collectif initient un concours international d'appel à idées, Repensar Bon Pastor, repenser le quartier. Concours qui obtient en retour plus de 100 réponses d'équipes pluridisciplinaires de toutes origines géographiques. Toutes les analyses formulées insistent sur la qualité des liens humains qui sont à l'œuvre sur ce quartier populaire de la capitale catalane et qui doivent impérativement être préservés, ce que l'acte de démolition envisagé interdit par nature. Je m'appelle Alfredo, j'habite ici depuis 1958. J'ai aussi vécu en France de 1960 à 1965. J'étais chauffeur de camion, j'avais le permis poids lourd. Pourquoi la ville et l'office de logements sociaux ont mis en place ce plan de démolition du quartier? Ils sont en train d'accomplir un énorme abus. Les maisons ont été construites en 1929. Elles devaient devenir propriété des locataires, mais cela n'a jamais été fait. Les maisons prennent beaucoup de place, et au lieu de ça, ils vont faire beaucoup d'appartements.
Par exemple, ici, à la place de ces 5 casas baratas, il devrait y avoir un immeuble de 5 étages. Mais là, pour des questions d'argent et à cause de la crise, ils vont avoir du mal à vendre les appartements. Donc, ça va s'arrêter. Avec le manque d'argent, les projets s'arrêtent. Par exemple, sur l'ancienne place du marché qu'ils ont détruit, il était prévu de faire un parking souterrain et au-dessus, un immeuble. Mais par manque d'argent, y compris de la municipalité, plus personne ne va acheter ces appartements. Et donc, le projet a été stoppé. Il y a 20 ans en arrière, je me suis occupé d'une vieille personne et du coup, elle m'a laissé sa maison. Mais maintenant, on ne peut plus transmettre comme ça les maisons. À personne, même aux enfants ou aux petits-enfants, c'est fini. Je paye 38 € par mois de loyer, mais j'ai fait mettre une nouvelle toiture sur la maison. Et la dame qui vivait à côté et qui est morte l'année dernière, elle payait 2 €. Le plan municipal impose aux habitants des Casas Baratas une implacable logique de flex-sécurité immobilière, suivant 3 registres distincts. L'accession à la propriété. Les locataires peuvent acheter leur appartement, mais ils doivent emprunter sur le marché immobilier avec une interdiction de revente du bien durant 90 ans. Dès 2007, certains locataires de Bonpastor ont opté pour ce choix. Mais face à l'augmentation considérable des impôts locaux qui en a découlé, ils ont dû revendre leurs biens dès l'année suivante, au prix le plus bas, à l'Office municipal de logement. Deuxième solution, la location à durée déterminée. La loi régionale de 1994 prévoit qu'au terme de 5 années, les locataires en place pourront subir des augmentations significatives de loyers au regard de l'évolution du marché immobilier. Ces derniers sont donc placés devant une incertitude notoire. Troisièmement, la location senior. Passés 65 ans, les locataires bénéficient d'un loyer modique. Toutefois, à leur décès et à l'inverse de la pratique en cours durant des décennies au sein de Bonpastor, leurs descendants ne pourront prétendre à aucune transmission locative du bien, qui revient de droit et sans indemnisation à l'Office municipal de logement. Bonjour, j'habite le quartier depuis 1963. Je suis retraité. Je travaille à la SEAT, l'usine de voitures. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Bonpastor? Je pense que ce quartier, je pense que le sol vaut beaucoup d'argent, des millions. Et ils l'ont repris parce que ça les intéresse, sans rien respecter. Oui, la vie est tranquille ici, c'est un quartier ouvrier, de la classe ouvrière. Ces maisons ont été faites pour la classe ouvrière. Oui, ça me plaît d'être ici. C'est tranquille. Il n'y a aucun problème par ici, aucun problème. Est-ce qu'il y a eu des gens de la mairie ou de l'office municipal qui sont venus vous expliquer pourquoi ils voulaient démolir? Eh bien, ils ont expliqué qu'ils voulaient un système de vie meilleur. Mais pour eux, notre style de vie ne les intéresse pas. Ce qui leur importe vraiment, c'est le sol. Pourquoi la mairie a-t-elle eu cette attitude avec vous? Eh bien, la mairie, ils ont fait beaucoup de réunions pour nous expliquer pourquoi il fallait partir. Ils nous ont expliqué qu'on allait avoir un système de vie meilleur. Mais au final, au lieu de payer 20 € par mois, on va devoir payer 500 €, ce qui change beaucoup en effet. Et ici, il y a des gens qui n'ont rien et qui ne peuvent pas payer. Comment faisiez-vous pour entretenir votre maison? Vous savez, les petites maisons, il n'y en a aucune qui ressemble à ce qu'elles étaient initialement. Les gens ont tous fait des travaux d'entretien, d'amélioration. Et tout était fait clandestinement, car c'était illégal. Parce que si la mairie apprenait qu'ils la faisaient des travaux, alors ils augmentaient le loyer. Finalement, vous n'avez pas entendu parler de la mairie ou de l'office pendant des années et des années, jusqu'au plan de démolition. Comme je l'ai dit, il n'y a rien qui compte pour eux, juste le sol, qui vaut des fortunes. On pouvait toujours demander à la mairie ou à l'office de prendre en charge des travaux d'entretien.
Mais alors, ils en profitaient pour augmenter, pour doubler les loyers. Si tu payais 20 €, alors ils te demandaient 30. Est-ce qu'il y avait des équipements municipaux, des commerces, des écoles sur le quartier? Oui, il y avait une école et ici, il y avait un très grand marché qui, dans l'ancien temps, se tenait sur la grande place du quartier. Maintenant, il y a le nouveau marché. Mais il y a le projet de faire à la place un parking et un bloc d'appartements de 5 étages. Mais le problème, maintenant, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour le finir. Est-ce qu'il reste encore un espoir qu'avec les crises financières, tout peut encore s'arrêter? Eh bien, ils ont déjà fait la première et la deuxième phase du plan de démolition. Il manque encore la troisième et la quatrième. Pour la troisième, il devrait commencer en janvier, mais on n'a encore rien vu. Personne ne sait. Certains disent que par manque d'argent, ils vont arrêter complètement. D'autres disent qu'ils ont l'argent. Mais pour le moment, on n'en sait pas plus, on ne sait rien. Ici en Espagne, les banques, c'est un désastre. Les gens vont dans la rue et ne peuvent plus payer. Est-ce que vous savez si le nouveau maire de Barcelone est venu sur Bon Pastor discuter du plan de démolition avec les gens? Je ne sais pas si le nouveau maire de Barcelone est venu, mais l'autre avant lui est venu très souvent. Mais le nouveau, je sais qu'il n'était pas favorable au plan, avant d'être le nouveau maire. Bonjour, je suis Luis, ça fait 68 ans que j'habite le quartier. Moi, je suis née sur le quartier il y a 52 ans. Je suis retraité. Avant, j'ai tenu un bar sur le quartier de Bon Pastor pendant 21 ans. Qu'est-ce que vous pensez du plan municipal de démolition des Casas Baratas? Oui, eh bien, d'une manière générale, la mairie et l'administration publique a toujours considéré notre association Avis del Barri de manière très négative. Elle ne nous a jamais pris en considération en présentant un projet déjà tout ficelé, au lieu de venir avec des propositions de changement et de négocier avec nous les conditions du changement. ¿Cómo queréis las casas baratas? ¿Qué queréis hacer? No decir, mando y ordeno. Y eso no puede ser. Quelle a été l'attitude de la FAB? La FAB a pris une position très négative par rapport à nous. La FAB est sous le contrôle de la mairie, et ça, nous le savons. Elle a eu un rôle très important au moment du vote sur le quartier en faveur du plan municipal. Comment expliquez-vous cette position de la FAB? La FAB est un organisme administratif qui est très pro-municipalité, avec des gens qui sont très proches de la mairie. L'excuse de la mairie pour ne pas tenir compte de leur association a été de dire qu'il y avait déjà la FAB. Il ne pouvait pas y avoir deux associations sur le même quartier. Et ça, la mairie ne voulait pas. Alors que par exemple sur le quartier Saint-Andrew, il y a deux associations et ça marche très bien. Votre petite maison a été démolie. Est-ce que vous êtes contente de votre nouvel appartement? Non, je ne suis pas contente du tout. Chaque jour qui passe, je regrette ma maison, le type de vie que j'avais. C'était la maison où je suis née, où est née ma fille, où est née ma mère. C'était ma mère. C'était mes origines. Même si elle était ancienne, c'était ma maison. L'appartement, c'est là qu'on m'a mise parce que je n'avais pas d'autre choix. On me l'a imposé, sinon je serais dans la rue. Mais ce n'est pas une démarche volontaire. J'aurais voulu rester dans ma maison. Quel était votre loyer dans la Casa Barata et dans votre nouvel appartement? Dans la Casa Barata, je payais environ 40 € par mois. Et dans l'appartement maintenant, je paye 400 € par mois. Et vous arrivez à payer la différence? Peu à peu, mais c'est très dur d'arriver à la fin du mois. Avec en plus toutes les charges qui sont extrêmement chères, l'eau, le chauffage, l'électricité. J'ai 60 € d'eau, 65 € d'électricité, et en plus il y a le gaz.
Sans presque pas allumer le chauffage, ça peut aller jusqu'à 80 €. En chauffant correctement, ça peut monter jusqu'à 300 €. Et il y a les impôts locaux aussi? C'est clair, avec la Casa Barata, on ne payait pas d'impôts locaux. Et maintenant, ça représente 500 € d'impôts locaux à l'année. Comment faisiez-vous quand il y avait des travaux à faire dans votre maison? Est-ce que vous faisiez vous-même les travaux? Ça se passait comment? J'ai fait de nombreux travaux dans ma Casa Barata. Par exemple, quand je suis arrivé, il y avait juste la cuisine, la salle de bain et une seule pièce à vivre. Comme il y avait des patios entre chaque maison, on a sorti la cuisine et la salle de bain à l'extérieur, dans le patio. On a tout ouvert et on a fait des pièces à vivre en plus. La maison, nous l'avons refaite entièrement. La salle de bain, la cuisine. On a fait un escalier pour aller à l'étage sur une terrasse. Plus une habitation secondaire. On a refait une très grande salle à manger. On a posé un sol en céramique. On a tout refait. Ma maison, c'était un rêve. Ensuite, pendant toutes ces années, on a tout refait, tout. Ma maison, c'était un rêve. Autre chose, j'ai dû faire des réparations importantes dans ma maison parce que j'avais des fuites d'eau dans la toiture qui avaient été abîmées par un camion. J'avais de l'eau qui s'infiltrait partout. Qui a payé tous ces travaux? C'est nous qui avons tout payé. Normalement, c'était à l'office de venir réparer la toiture parce que j'avais des problèmes d'infiltration d'eau pour refaire le toit et la terrasse. Moi, je ne pouvais pas le faire moi-même. Alors j'ai demandé à l'office. Ils sont venus faire les réparations. Ils sont venus tout réparer. Normalement, puisque l'office était propriétaire, ils auraient dû le faire à leur charge. Mais l'office en a profité pour augmenter le loyer qui est passé à 40 €. Ils en ont profité pour quadrupler le loyer. De 10 €, c'est passé à 40 €. Est-ce que vous pensez qu'avec la crise financière, le projet de démolition va peut-être s'arrêter? Normalement, la démolition aurait dû redémarrer en janvier, mais il n'y a rien eu. Si ce n'est pas arrêté, cela va être retardé par manque d'argent. La mairie a déjà contacté 57 constructeurs pour cette opération, mais les banques ne leur prêtent plus d'argent à cause de la crise. J'ai calculé que la 3e et la 4e phase se feront dans un délai de 3 à 10 ans. C'est ce qu'on prévoit, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Pour finir, vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que si on a un peu de chance, on arrivera à débloquer la situation des Casas Baratas. En pratique, il y a un consensus entre nous. C'est le peuple qui ressent les choses. Les habitants savent ce qu'ils veulent. En plus, le terrain est public et on paye nos impôts et tout. S'il faut taper du poing sur la table pour qu'on nous écoute, comment voulez-vous qu'on fasse? Ils ne vont pas nous écraser comme ils veulent aussi. On verra bien si on y arrive. On veut que le peu de maisons qui restent, ils ne les suppriment pas. Que ça reste comme un petit village et qu'ils l'améliorent. Et qu'ils arrêtent de faire des immeubles et des immeubles. Parce que tout ça, ça va ressembler à une prison de ciment et d'asphalte. Ils sont en train de nous enlever tout ce qu'il y avait de plus beau ici à Bon Pastor. Les Casas Baratas qui étaient comme un petit village au milieu de la ville. 30 maisons qui sont les plus grandes des Casas Baratas, qui sont les maisons historiques du quartier, on voudrait qu'elles soient toutes conservées. Et puis, il y a le collège Christophe Colomb. C'est un collège public qu'ils veulent aussi démolir pour mettre un bloc d'immeubles, alors qu'il fonctionne très bien. Qu'ils le laissent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, un institut, un lycée professionnel, mais qu'ils le laissent. Alors avec les grâces, on forme une bonne équipe, en vérité. J'ai appris qu'il y avait eu une coopérative sur Bon Pastor. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Que produisait la coopérative? Pourquoi a-t-elle disparu? Eh bien, dans les années 1977-1978, il y avait une coopérative d'alimentation qui réunissait un groupement d'habitants qui s'étaient réunis pour acheter des produits alimentaires bon marché. Mais au bout d'un moment, elle a disparu. Il y a quelqu'un qui vivait ici, dans cette rue, qui y travaillait. Cette coopérative a été faite pour la classe ouvrière en 1975, après la mort de Franco, avec de jeunes bénévoles du quartier.
Tout marchait bien sans qu'il y ait besoin d'argent et de payer les gens. La coopérative de consommation était en contact avec beaucoup d'autres coopératives de Barcelone. Et puis, les jeunes ont commencé à se fatiguer et la coopérative a fini par cesser ses activités. La coopérative vendait tous les produits alimentaires. La coopérative achetait directement aux producteurs et revendait les produits à des prix accessibles aux habitants du quartier, notamment de la viande, et ça marchait très bien. Est-ce que vous savez pourquoi la coopérative s'est arrêtée de fonctionner? La coopérative était gérée par des bénévoles. Les gens y venaient en plus de leur travail et ils ont fini par se lasser. Et puis aussi, il y a eu un nouveau curé. L'ancien s'était beaucoup impliqué dans la création de la coopérative, mais il est parti dans un autre quartier de Barcelone. Oui, c'est clair, je la connais bien. Chacun devait payer pour être membre. J'y ai mis 1000 pesetas. 1000 pesetas. C'était beaucoup d'argent à l'époque, il y a 35 ans. Oui, c'était une bonne chose parce que les prix des biens de consommation étaient très bas pour nous les socios. Et pour nous, les ouvriers, on avait en tant que consommateurs un accès direct aux producteurs à des prix très bas. Il y avait beaucoup de membres dans la coopérative. À une époque, je dirais qu'il y avait entre 500 et 600 membres dans la coopérative. Pourquoi la coopérative a-t-elle cessé ses activités? Ça s'est terminé à cause de beaucoup de choses. Progressivement, les associations, la mairie, les coopératives, l'association des voisins, tout ça n'a plus marché ensemble. La mairie s'est mise entre nous et la coopérative. La mairie n'arrêtait pas de dire que la coopérative était illégale, qu'il ne devait pas y avoir d'argent. Les personnes qui étaient à la tête de la coopérative, qui faisaient partie de l'association des voisins, elles se sont fatiguées de ces démarches administratives. Et tous les produits qu'on avait, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus quand ça a fermé. Bon Pastor s'inscrit dans le droit fil de l'Ensanche, projet urbain fondateur de la ville de Barcelone, conçu dès 1859 par Ildefonso Cerda, notamment dans sa vision de faire de la capitale de Catalogne une ville réticulaire, ouverte, égalitaire, revisitée par un urbanisme non spéculatif et mis au service de ses habitants. Une trame urbaine aérée, composée de ruelles arborées, facilitant le mouvement et les relations de proximité parmi les habitants, le respect de principes hygiénistes, un système de traitement efficace des eaux usées et des déchets urbains, des maisons ouvrières à un prix abordable, bien exposées à la lumière naturelle, la présence d'une place centrale pour le marché, un centre social, un collège public et quelques commerces de proximité, pharmacies, bars, etc. La double ambition affichée de rénovation des casas baratas par leurs habitants, mais également de consolidation du lien qui les unit, font de Bon Pastor un symbole bien vivant du projet urbain humaniste associant les valeurs urbaines aux avantages de la vie rurale imaginée par Cerda.